D'abord, merci, Maître Charlier, pour cette brillante introduction. Vous avez presque tout dit, là. Ouais, voilà. Aborder les questions qui fâchent les relations avocat-assureur, sujet combien important. Donc, c'est un plaisir pour moi de venir débattre de cela avec vous aujourd'hui. Et j'espère qu'on pourra sortir ce soir de cet auditoire avec toute une série de nouveautés qui permettront d'améliorer davantage cette relation qui se passe généralement bien, mais qui de temps en temps se complique. Alors, l'assurance protection juridique, aborder les questions qui fâchent pour restaurer le dialogue, voilà un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et sur lequel on pourrait encore débattre des heures durant, tant il est vaste et complexe. Mais le dialogue entre assureurs et avocats est-il finalement complètement rompu? Eh bien, de mon expérience en tant que responsable d'un département en protection juridique depuis pas mal d'années, moi, je peux vous dire que même s'il n'est pas toujours aisé, eh bien, c'est habituellement le dialogue qui permet de régler les conflits. Pour y arriver, la bonne volonté de chacun est bien entendu primordiale. Malheureusement, nous devons constater que la capacité à faire preuve d'ouverture, tant du côté des avocats, mais aussi du côté des assureurs, fait parfois défaut et est généralement source de conflits. Ces conflits, ils ont déjà fait l'objet d'analyses diverses et l'une d'elles a d'ailleurs débouché sur le protocole d'accord entre assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l'OVB et l'OBFG. Et le titre abordant ce protocole et qui figure sur le site d'Assuralia est très parlant. Assureur de protection juridique, avocat, citoyen, protocole d'accord ou mode d'emploi d'un ménage à trois réussi. Ce protocole a pour objectif d'instaurer une collaboration entre les assureurs de protection juridique, les avocats, et ceci sur base de trois axes. Tout d'abord, la détermination de lignes de conduite communes en vue de prévenir et de résoudre les litiges pouvant survenir entre l'assureur de protection juridique et l'avocat dans le cadre d'un dossier concret. Deuxième axe, le règlement à l'amiable des conflits entre avocats et assureurs par le biais de personnes habilitées à cet effet au sein des barreaux, mais aussi au sein des entreprises d'assurance de protection juridique. Et la liste de ces personnes est publiée sur l'intranet d'Assuralia, de l'OBFG et de l'OVB. Enfin, troisième axe, la constitution d'une commission mixte de protection juridique et la fixation de ces règles de fonctionnement. Malheureusement, encore, malgré l'objectif louable de ce protocole et les règles précises qui y sont reprises, on est encore régulièrement confronté à de nombreux litiges, et ce, bien souvent au détriment des assurés. Le rôle de la commission mixte de protection juridique prend alors tout son sens. Mais quels sont les points d'achoppement les plus fréquents et qu'attend l'assureur du monde des avocats pour une gestion des dossiers plus fluide et plus aisée? Bien voilà le débat qui est ouvert. Alors, premier point d'achoppement que j'aimerais aborder, c'est la nécessité de plus d'ouverture et de dialogue. Alors que le dialogue devrait être l'outil principal permettant de dégager des accords, il arrive souvent qu'il soit tendu, voire impossible, et parfois sans réel fondement objectif. Certains avocats tentent le forcing pour obtenir la gestion d'un dossier, alors qu'elle ne posait jusque-là aucun problème au sein de la compagnie d'assurance. Le gestionnaire du dossier se sent alors considéré comme celui qui doit uniquement prendre en charge des états de frais honoraires sans aucune plus-value, et ce, parfois les yeux fermés, et sans autre intervention. Or, comme vient de le rappeler Maître Charlier, le rôle de l'assureur ne se limite pas à couvrir des frais de justice et des frais de défense. Rappelons que l'assureur de protection juridique a le droit de conserver la maîtrise du dossier, en tout cas dans sa phase amiable ou précontentieuse d'un litige. Ce droit lui est d'ailleurs consacré à l'article 154 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, qui fait clairement référence à la fourniture de services dans le chef de l'assureur. Évidemment, lorsqu'un avocat tente de forcer son intervention, la situation devient contraire aux intérêts des assurés puisque cela débouche presque inévitablement sur des conflits qui leur sont préjudiciables. En effet, durant le temps des discussions entre assureurs et avocats, le vrai litige, celui qui touche directement l'assuré, celui qui le préoccupe au premier plan, s'enlise presque immanquablement. Heureusement, cette attitude est loin d'être la plus fréquente.
mais dans un monde idéal, elle devrait pouvoir être évitée, du moins si chacun acceptait d'essayer de bien comprendre l'autre. Je doute d'ailleurs qu'un assureur de protection juridique refuse de prendre en charge l'intervention d'un avocat à partir du moment où celui-ci démontre par des éléments objectifs que cette intervention apportera une réelle plus-value dans la résolution du litige. Deuxième point d'achoppement, la défiance envers l'assureur de protection juridique. Trop souvent, la confiance envers l'assureur de protection juridique me paraît insuffisante. Cela se ressent rapidement car la qualité de la gestion du dossier au sein de la compagnie est parfois mise en doute avant même d'avoir laissé la possibilité à l'assureur de démontrer ses qualités, ses compétences et toutes les démarches qu'il a pu effectuer. Alors, pour illustrer ce propos, je vais prendre un exemple très concret qui est survenu dans la compagnie où je travaille, un exemple du mois d'octobre 2022. Nous sommes dans le cadre d'un dossier corporel avec blessure assez importante. Tout se passe parfaitement bien. L'assureur, jusque-là, est parvenu à trancher la problématique des responsabilités. Le dédommagement est en cours par le biais de paiement de provisions. La victime est assistée par un médecin conseil au moment de l'expertise. Bref, un dossier classique qui se déroule sans problème. Pour je ne sais quelle raison, notre assuré décide de prendre contact avec un avocat. Et s'ensuit alors un échange entre eux, échange qu'on a eu la chance de connaître par la suite, et quelle ne fut pas ma surprise de lire un échange donc entre l'assuré et son avocat. L'avocat écrit en ces termes à son client. Je vous conseille vivement de ne pas accepter d'indemnisation avant de m'avoir soumis l'offre d'indemnisation. Jusque-là, je dirais tout à fait normal, rien de choquant. Il poursuit en écrivant « même émanant de votre propre assureur ». OK. Car généralement, un nombre important de postes de dommages sont dévalorisés, voire omis du calcul d'indemnité par ce dernier. Donc, c'est clairement l'assureur protection juridique qui est visé en disant l'assureur protection juridique, généralement, ne fait pas bien son job. On ne vise même pas l'assureur RC qui, lui, essaye, et on peut le comprendre dans certains cas, de payer le moins possible. Bref, si on peut tout à fait accepter et comprendre qu'un avocat, a fortiori spécialisé en indemnisation du dommage corporel, conseille à son client de lui soumettre la proposition d'indemnisation qui aura déjà été examinée par son assureur de protection juridique, il faut quand même convenir que les termes utilisés sont peu élogieux pour l'assureur et certainement pas de nature à instaurer un climat de confiance. L'assuré pourrait même douter d'avoir fait un bon choix en souscrivant un contrat d'assurance protection juridique. Or, rappelons que ce type d'assurance permet à bon nombre de citoyens d'accéder plus facilement à la justice, ce qui, indirectement, bénéficie également au barreau. Le vœu du législateur est d'ailleurs de favoriser pour les citoyens la défense de leurs intérêts dans tous les litiges, puisqu'il a adopté la loi du 22 avril 2019 qui vise à rendre plus accessible l'assurance de protection juridique. Alors, même si à la base, le souhait de cet avocat était légitime et que sans nul doute, il voulait protéger son client, il serait souhaitable que nous démontrions à l'avenir plutôt une complémentarité plutôt qu'une adversité. L'objectif final de l'assureur et de l'avocat est finalement le même, obtenir en faveur de l'assuré une juste réparation de son dommage et une juste reconnaissance de ses droits. Troisième point d'achoppement, la saisine de l'avocat. Là, je relève une première problématique qui concerne le droit de gestion précontentieuse dans le chef de l'assureur. Alors que le droit de gestion précontentieuse est consacré de façon implicite par l'article 154 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, mais aussi est confirmé par la doctrine et la jurisprudence, l'assurance de protection juridique est encore beaucoup trop souvent considérée comme un contrat qui se limite à prendre en charge les frais inhérents à une procédure judiciaire. Cette deuxième appréciation de la portée de la garantie constitue vraiment une vision réductrice du rôle de l'assureur. L'assureur ne devrait dès lors plus pratiquer de la fourniture de services. Cette vision de l'assureur ne correspond non seulement pas à la réalité de terrain, mais ne correspond pas non plus, et nous l'avons démontré, à tout le moins à la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, loi majoritairement impérative. Évidemment, il ne serait pas correct de soutenir que l'assureur est toujours exempt
de tout reproche. Ainsi, l'assureur qui se prévaut de son droit de gestion de la phase précontentieuse des litiges se doit bien évidemment de fournir à son assuré un service irréprochable, tant au niveau des moyens de défense mis en œuvre qu'au niveau de sa proactivité. S'il ne gère pas le dossier en qualité d'assureur prudent et diligent, alors nous comprendrons facilement que l'assuré pourrait prétendre à l'intervention de l'avocat, mais uniquement en cas de manquement objectivé. Deuxième problématique au niveau de la saisine de l'avocat, la notion de conflit d'intérêt. La notion de conflit d'intérêt n'étant pas clairement définie par le législateur, elle est source dans certains cas de tension entre assureurs et avocats. Même si certaines situations permettent de conclure à un conflit d'intérêt théorique, doit-on automatiquement considérer que l'intervention d'un avocat est incontournable? Ainsi, par exemple, lorsque victime et responsable sont tous deux couverts par la même compagnie d'assurance, le département protection juridique de cet assureur n'est-il pas à même de défendre objectivement les droits de la victime? À mon sens, la réponse est évidemment affirmative, dans la mesure où les services responsabilité civile et protection juridique font l'objet de gestion tout à fait indépendante et distincte. Il est clair qu'il n'est absolument pas dans l'intérêt d'un assureur d'essayer de profiter de la situation. Cette attitude anticommerciale aurait d'ailleurs pour effet collatéral de rapidement décrédibiliser l'assureur sur le marché, ce qui ne lui serait évidemment pas profitable. Il est toutefois évident que si l'avocat parvient à démontrer que la défense mise en œuvre par l'assureur de protection juridique lèse l'assuré au profit de la compagnie, le dossier devra lui être confié. Donc, à mon sens, je répète, la seule notion de conflit d'intérêt n'est pas suffisante pour ôter à l'assureur son droit de gestion amiable du litige. Troisième problématique dans la saisine de l'avocat, la clause d'objectivité. L'article 157 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances prévoit la procédure à suivre si l'assuré et l'assureur de protection juridique ne sont pas d'accord sur l'orientation à donner à un dossier. Il s'agit donc de la fameuse clause d'objectivité et le texte légal à ce sujet prévoit trois hypothèses. Première hypothèse, l'avocat confirme le point de vue de l'assuré. Dans cette hypothèse-là, dans le jargon, on dit que l'avocat a remis un avis positif et donc l'assureur est tenu de prendre en charge l'entièreté de l'intervention de l'avocat, tant pour l'avis rendu que pour la procédure judiciaire qu'il voudrait entamer. Deuxième hypothèse, l'avocat confirme le point de vue de l'assureur. Et donc, dans ce cas-là, l'assureur doit quand même intervenir à concurrence de 50% dans les frais et honoraires de l'avocat pour l'avis rendu. Troisième hypothèse, si contre l'avis de son assureur et contre l'avis de l'avocat, l'assuré souhaite quand même introduire une procédure judiciaire et que contre attente, il obtient gain de cause, eh bien l'assureur devra prendre en charge l'entièreté des frais inhérents à cette procédure. Alors, si le principe même de la clause d'objectivité est louable, dans la pratique, nous constatons quand même certaines dérives. En effet, sachant que l'assureur de protection juridique se retrouve quasiment pieds et poings liés face à l'avis rendu par l'avocat, bon nombre de procédures judiciaires sont entamées ou des appels interjetés, alors que les chances d'obtenir gain de cause sont de toute évidence très limitées. Il est par ailleurs très difficile pour l'assureur de protection juridique de convaincre l'avocat que son avis n'est pas suffisamment solide que pour entamer une procédure judiciaire. Or, l'avis rendu ne doit-il pas également tenir compte des chances réelles et suffisantes de succès? La réponse est évidemment affirmative. À l'heure actuelle, l'assureur de protection juridique semble complètement démuni face aux avis qu'il estime déraisonnables. Il est en tout cas de temps à autre nécessaire de rappeler à l'avocat sa responsabilité dans l'exécution de bonne foi de la clause d'objectivité. Quatrième problématique au niveau de la saisine de l'avocat, les procédures pénales. Alors, dans les limites du contrat souscrit, la saisine de l'avocat dans le cadre de la citation pénale d'un assuré
ne peut évidemment pas être contesté puisque l'assureur protection juridique n'a pas la qualité requise pour représenter son assuré devant le tribunal. Par contre, qu'en est-il par rapport à la constitution de partie civile lorsque l'assuré est la partie préjudiciée et que son adversaire se voit cité au pénal? Bien que la commission mixte de protection juridique y soit favorable, la saisine de l'avocat est-elle vraiment justifiée dans tous les cas? La plus-value d'une constitution de partie civile concerne-t-elle vraiment tous les dossiers? L'assureur de protection juridique n'est-il pas à même de mener à bien bon nombre de dossiers, par exemple, lorsque le préjudice ne comporte qu'un volet matériel? À mon sens, la saisine de l'avocat devrait être évaluée in concreto, au cas par cas, et ne pas être systématiquement acquise, surtout dans le cas où l'enjeu du litige est tellement minime qu'un règlement transactionnel pourrait avoir lieu entre l'assuré et l'assureur. Un avocat, pour prendre un exemple, de nouveau pour illustrer ce propos, un avocat s'est par exemple constitué partie civile dans le cadre d'une procédure pénale devant le tribunal de police suite à un accident de voiture. Nous avons un assuré dont le véhicule est parfaitement stationné le long de la chaussée, la partie adverse perd le contrôle de son véhicule, emboutit celui de notre assuré. Il se fait que cette partie adverse est citée au pénal, et puis un avocat souhaite se constituer partie civile pour récupérer le dommage subi par notre assuré. Il se fait que, quelques jours avant l'audience, la compagnie adverse, la compagnie du responsable, nous informe qu'elle est tout à fait d'accord d'indemniser notre assuré. Malgré cette situation, l'avocat se constitue partie civile. Évidemment, le dommage matériel est réglé sans même attendre le jugement. Et on se retrouve finalement avec un avocat qui s'est constitué partie civile uniquement pour les frais de chômage du véhicule, donc les frais d'immobilisation du véhicule qui n'étaient pas encore réglés et qui se sont chiffrés à quelques dizaines d'euros. Alors là où ça se complique, c'est que lorsque nous recevons la facture de l'avocat, l'état de frais honoraires de l'avocat, pardon, eh bien, on se rend compte qu'il nous réclame plus de 1 000 € pour cette constitution de partie civile. Est-ce qu'on doit accepter ça? Est-ce qu'on doit considérer que c'est raisonnable? Alors, par rapport à cette constitution de partie civile, n'oublions pas qu'il est toujours possible de faire revenir l'affaire devant la juridiction pénale qui a connu des poursuites, dès lors que les intérêts civils doivent toujours être réservés. Et alors, de dernière possibilité, il est aussi toujours possible d'entamer une procédure purement civile. Voilà. On pourrait aussi imaginer, dans cette situation, un partage des tâches entre l'avocat et l'assureur de protection juridique. L'avocat se constituerait partie civile pour 1 € provisionnel et il suspendrait ensuite son intervention, laissant le temps à l'assureur de protection juridique de tenter un règlement amiable. Or, malgré la faisabilité du processus, ce genre de partenariat est généralement vu d'un mauvais œil du côté des avocats. Bien entendu, si l'assureur devait avoir le moindre doute quant au bon déroulement de la procédure et à l'issue de l'indemnisation amiable pour laquelle il exerce un recours, la saisine pure et simple de l'avocat se justifierait sans aucun doute. Quatrième point d'achoppement, les états de frais honoraires. En sa qualité de tiers payeur, l'assureur de protection juridique n'est pas tenu par la convention d'honoraires que l'avocat a signée avec son client. Il n'est effectivement pas partie au contrat qui s'est noué entre le client et l'avocat. Néanmoins, l'assureur est-il démuni face à ces états de frais honoraires? Pas du tout, dès lors qu'il a la possibilité de les apprécier lorsqu'ils lui sont présentés, mais c'est généralement à ce moment que les difficultés apparaissent. En effet, l'examen approfondi des différents postes débouche souvent sur des discussions. Alors, quels sont les postes les plus contestés? Et le premier, c'est souvent le taux horaire pratiqué. S'il n'est pas contesté que l'avocat fixe son taux horaire, notamment en fonction de sa spécialisation, de son expérience et de la complexité du litige, il nous arrive de constater des facturations abusives. Par exemple, de la facturation des prestations d'avocats stagiaires au taux des avocats associés, ce qui n'est évidemment de nouveau pas acceptable. Certains avocats réclament aussi un taux horaire supérieur à la moyenne, alors qu'ils ne peuvent pas démontrer une expérience accrue dans la matière relative au dossier ou une spécialité particulière. Est également discutable l'application par certains avocats renommés d'un taux horaire nettement supérieur à la moyenne,
avec des heures de prestation conséquentes, alors que l'affaire ne présente pas de complexité particulière. Alors, certes, au plus la spécialisation est grande, au plus un taux confortable peut être justifié, mais dans ce cas, le temps passé à la gestion du dossier doit être moindre, eu égard aux compétences accrues de l'avocat. Au niveau des états de frais honoraires, deuxième problématique, l'application du success fee et du pourcentage raisonnable. L'application du success fee est de plus en plus fréquente et nous pose donc évidemment aussi de plus en plus souvent des problèmes dans la mesure où le pourcentage appliqué est assez variable et mériterait d'être cadré. Il est très difficile pour l'assureur de protection juridique de se positionner face à cette pratique qui engendre nécessairement des questions et des discussions. Autre problématique au niveau des états de frais honoraires, la transparence, la confidentialité et le secret professionnel. Alors que dans la toute grande majorité des cas, les intérêts de l'assureur et de son assuré sont parfaitement identiques, nous sommes de plus en plus confrontés à des situations où l'avocat, sous le couvert du prétexte de la confidentialité et du secret professionnel, refuse de nous communiquer l'ensemble des éléments nous permettant d'apprécier en toute transparence les états de frais honoraires. Alors, il est dans ces conditions évidemment très difficile pour l'assureur d'y voir clair et le conflit devient souvent inévitable. Sauf rares exceptions, la parfaite transparence devrait être de mise et permettrait certainement d'éviter des frictions tout en respectant le RGPD. Quatrième problématique, le principe de la juste modération. Alors, rappelons les critères qui permettent de cadrer le principe de la juste modération contenu à l'article 446 ter du Code judiciaire. Premièrement, il faut tenir compte de l'importance financière ou morale de la cause. Deuxièmement, nous devons tenir compte de la nature et de l'ampleur du travail accompli. Troisièmement, le résultat obtenu. Quatrièmement, nous tenons compte également de la notoriété de l'avocat. Et enfin, il est nécessaire de tenir compte de la capacité financière du client. Alors, généralement, la notoriété de l'avocat, le résultat obtenu et la capacité financière du client n'entraînent pas ou très peu de discussion. Par contre, les difficultés surgissent lorsqu'on aborde l'ampleur du travail accompli mis en parallèle avec l'importance de la cause. Nous rencontrons ainsi différents cas de figure. Certains avocats listent toutes les prestations accomplies sans précision du temps consacré, mais avec au final un montant global qui représente les honoraires, alors que la convention ne mentionnait nullement une facturation au forfait. Il est alors très difficile pour l'assureur d'évaluer l'ampleur du travail accompli et débute alors une série d'échanges souvent tendus entre l'avocat et l'assureur afin d'obtenir des précisions. A contrario, nous sommes de plus en plus confrontés au système du timesheet. Système du timesheet où les prestations sont souvent simplement additionnées de manière purement mathématique et donc sans tenir compte du résultat obtenu, de la complexité du dossier et de l'enjeu du litige. C'est ainsi que certains états de frais honoraires paraissent complètement démesurés lorsqu'ils sont comparés à l'enjeu du litige. D'autre part, alors que ce système devrait refléter la réalité du temps consacré aux différentes prestations, nous constatons aussi régulièrement que certaines d'entre elles sont forfaitisées et d'une durée anormalement longue. Un simple exemple, un minimum de 10 minutes pour la rédaction de courriers simples ou de transmis, systématiquement. Nous constatons en outre régulièrement une exagération au niveau de la facturation des frais, qu'ils soient forfaitisés ou au pourcentage, frais de mail, de dactylographie, de formulaires divers à faire compléter, etc. Notons aussi que certaines prestations, par exemple le temps d'attente à une audience, le temps de déplacement, sont régulièrement facturés en appliquant un taux horaire identique à celui appliqué aux prestations intellectuelles. Certes, le temps passé doit être pris en compte, on est bien d'accord, mais à un tarif moins élevé que si l'avocat avait effectivement effectué des prestations intellectuelles. Bref, un échange régulier, voire préalable entre assureurs et avocats concernant les moyens à mettre en œuvre et la budgétisation de la procédure dans la mesure du possible, on est bien d'accord, permettrait sans doute d'éviter de mauvaises surprises et des contestations ultérieures.
Dernier point d'achoppement que j'aborderai, c'est l'application de la TVA. Le dernier sujet de friction est la prise en charge ou non par l'assureur de la TVA applicable sur les prestations des avocats. La prise en charge de la TVA relative aux prestations effectuées en faveur des preneurs d'assurance non assujettis ne pose évidemment aucun problème, puisque dans ce cas, l'assureur de protection juridique prend en charge la totalité de l'état de frais honoraires, montant TVA comprise. Évidemment, les choses se compliquent lorsque le preneur d'assurance est assujetti à la TVA et que l'assuré défendu est une personne différente non assujettie. Dans ce dernier cas de figure, l'administration de la TVA a tenté de résoudre le problème par une circulaire qui stipule que c'est à l'assuré bénéficiaire des prestations de l'avocat que ce dernier doit adresser sa facture. Toutefois, l'administration tolère que dans certaines situations, le preneur qui est assujetti puisse déduire la TVA facturée à l'assuré défendu, et ce, moyennant une procédure administrative que je trouve personnellement assez lourde. En effet, il arrive que 4 parties soient donc concernées, à savoir l'assureur de protection juridique, l'avocat, le preneur d'assurance, qui est souvent une société ou un employeur, et puis, en dernier lieu, l'assuré qui est défendu. Dans cette situation, qui va payer la TVA? Le preneur paye-t-il directement la TVA à l'avocat, ou est-ce que ce sera à l'assureur de la payer, lequel se fera ensuite rembourser par le preneur? D'autre part, qu'en est-il de la déductibilité de la TVA concernant les litiges ne découlant pas directement de l'activité professionnelle du preneur? Voilà, la réponse à toutes ces questions entraîne souvent des points de vue radicalement différents et il serait, à mon sens, très utile de déterminer une ligne de conduite claire et indiscutable. Voilà, en conclusion, dans la relation assuré, assureur et avocat, je pense qu'il est vraiment crucial que nous ayons tous conscience que les intérêts de l'assuré doivent primer. Ce point de vue ne doit bien entendu pas permettre d'ouvrir la porte à toutes les dérives. En tant qu'assureur, sachons admettre nos limites et le fait que notre travail se termine là où commence celui de l'avocat. Mais inversement, il est important dans le chef des avocats que le travail et les compétences de l'assureur soient mieux reconnus, a fortiori dès lors que bon nombre de gestionnaires de dossiers en protection juridique sont passés par le barreau. Je terminerai en formulant un vœu, le vœu simplement que nous soyons beaucoup plus complémentaires qu'adversaires. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.